Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence nombreuse. J'ai vu que nous avions aussi quelques lycéens dans la salle, donc c'est très intéressant aussi pour nous d'avoir votre regard en tant que jeunes futurs administrés d'espace urbain. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question du progrès pour nos villes, un sujet passionnant. Nous avons des interlocuteurs très bavards, très expérimentés sur la question. Avant de débuter le sujet dans son contenu, je voudrais simplement me permettre de présenter très brièvement nos interlocuteurs, nos panélistes, et notamment leur complémentarité pour la table ronde, à savoir que chacun d'entre eux a une perspective d'analyse et d'investigation dans le développement de l'espace urbain très intéressante, en ce sens que nous avons la présence de Laurence Vanin qui va se focaliser sur la question philosophique. Nous avons Anne Solange-Mouy qui va nous interpeller sur la géographie des villes et les conséquences que ça peut avoir en termes d'aménagement et de planification urbaine. Et enfin, nous avons Antoine Atala qui nous se permet de pouvoir interagir avec les différentes parties prenantes de la ville pour améliorer le développement de la vie, tout simplement, en espace urbain. Mais Laurence, pourriez-vous simplement préciser aussi quel est l'ensemble du parcours que vous avez eu à développer tout au long de votre trajectoire professionnelle? Oui, alors j'ai un parcours un peu atypique. Bonjour à tous d'abord et merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous. Oui, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé par une carrière de sapeur-pompier professionnel durant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai rejoint l'université parce que j'ai fait une thèse en philosophie politique et épistémologie. Et j'ai ensuite basculé sur l'université de Nice, parce que j'étais à Toulon initialement, où j'ai créé une chaire qui s'appelait Smart City Philosophie et Éthique, qui a été la première chaire, on va dire, qui traitait vraiment de la philosophie appliquée aux technosciences dans le cadre de la ville. Et ce projet a duré 5 ans. Et quand il s'est terminé, j'ai rejoint le centre de recherche de la gendarmerie nationale à l'école, à l'académie militaire de la gendarmerie nationale à Melun, où je travaille sur les humanités numériques dans le cadre d'une chaire. Et j'anime aussi le bureau des mécénats. Donc je travaille sur les questions de ville et de sécurité également. On voit à travers votre parcours l'importance des systèmes humains, de la relation de la ville avec les êtres humains, et on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure à travers les illustrations que vous nous partagerez. Anne Solange, est-ce que vous pourriez également nous préciser votre trajectoire professionnelle en complément de celle de Laurence ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis géographe de formation. J'ai d'abord été spécialisée sur la gestion des milieux naturels et littoraux avant de prendre une trajectoire plutôt dans le milieu des politiques publiques de développement durable. C'était autour des années 2000 et donc j'ai fait ma thèse sur ces sujets-là pour voir leur application sur les territoires français, un peu à toutes les échelles. Et puis donc après un parcours universitaire de 15 ans en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai monté ma petite structure d'études et de conseils en géographie. Et puis j'ai en 2020 lancé les éditions Terre Urbaine, c'est une maison d'édition qui publie des essais dans le domaine des sciences sociales, mais appliqués au territoire et essentiellement au territoire urbain. Et donc on a 3 collections que vous pourrez découvrir à la librairie qui est à côté. Et puis, par ailleurs, je travaille beaucoup sur la notion de relation entre l'homme et son territoire. Ça, c'est un sujet qui m'accroche depuis plus de 20 ans maintenant, que je traite dans tous mes domaines, et notamment que j'ai publié sous la forme d'un premier roman qui s'appelle « Une île pour elle » et qui est aussi disponible à la librairie à côté. Il sera possible d'ailleurs de pouvoir avoir des dédicaces à la fin de la séance si vous le souhaitez. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en complément de la perspective critique de Laurence, Anne Solange va pouvoir nous apporter un éclairage sur la dimension psycho-sociale, psycho-géographique des territoires. Antoine, enfin, si vous voulez bien préciser également votre parcours. Oui, je suis très content aussi d'être là parmi vous. Merci de m'avoir invité, accueilli. Moi je suis architecte et urbaniste, beaucoup plus urbaniste aujourd'hui qu'architecte. J'ai fait des études d'architecture au Liban, à Beyrouth, avant ensuite de poursuivre plutôt dans la direction de l'urbanisme avec des études à Marne-la-Vallée, ici donc en France, et plus récemment aussi un diplôme en gouvernance des politiques publiques à Sciences Po.
J'ai travaillé dans une succession d'agences d'urbanisme. En ce moment, je suis à l'agence HDZ, qui est une agence parisienne, mais qui a des projets un peu partout en France, y compris ici à Thionville, sur la rive droite notamment. Et donc, en tant qu'architecte urbaniste, je travaille sur des échelles qui peuvent être très, très différentes de projets. Ça peut être des projets de grands territoires, parfois sur des milliers d'hectares, tout comme, plus souvent d'ailleurs, des projets plutôt à l'échelle des villes et des quartiers, et de plus en plus aussi des projets d'espace public, donc de dessin, de conception, de construction, de chantier d'espace public, très souvent par ailleurs associés à des infrastructures de mobilité, des BHNS, des bus, des gares, des tramways, des métros, etc. En parallèle de tout ça, j'ai développé ces 10-12 dernières années une certaine activité un certain engagement au Liban, bien qu'à distance, en tant qu'activiste urbain, si on peut dire, urbain et environnemental, sur toute une série de causes, disons, qui ont nécessité une mobilisation de la société civile libanaise, que ce soit sur la protection du patrimoine, que ce soit pour le droit à la ville, l'accès aux espaces publics, ou encore les politiques hydrauliques, notamment en montagne. Avec toujours un intérêt quand même assez marqué pour l'histoire des villes et l'histoire du paysage, l'histoire de la géographie. Je pense que là, d'ailleurs, on va pouvoir se retrouver sur ces points-là, avec un regard qui consiste toujours à essayer de lire dans la structure des villes d'aujourd'hui, parce qu'elles racontent de leur histoire, de leur rapport au paysage et aux différentes phases de développement qu'elles ont pu connaître. Développement qui est très souvent par ailleurs, dont le moteur est très souvent justement la recherche du progrès dans la ville, avec une notion de progrès qui évolue beaucoup, avec souvent aussi des retours en arrière. Beyrouth d'ailleurs est une ville qui a beaucoup connu ces sortes de pas en avant, pas en arrière sur la question du progrès, et puis voilà. En tout cas, on y reviendra. Vous voyez donc, nous avons un panel d'intervenants extrêmement riche qui s'ancre dans le réel, dans la pratique professionnelle. Donc, il y aura des aspects, des allers-retours entre la théorie et la pratique. Mais vous avez en face de vous, et je les remercie encore une fois pour la préparation et votre présence aujourd'hui, parce que nous allons avoir une diversité de solutions, de réflexions pour faire progresser l'aménagement et l'espace urbain. Pour traiter de la question « quel progrès pour les villes ?», il faut aussi s'intéresser à ce que nous entendons derrière, parce que chacun peut avoir une compréhension commune. Alors, dans un premier temps, ce que nous souhaitons vous partager avec les panélistes, c'est quel est notre cadre commun de réflexion et comment nous envisageons la notion de ville. De quoi parle-t-on quand on parle de ville ? Entendons-nous déjà sur ce concept-là ? De quoi parle-t-on quand on parle de progrès dans l'espace urbain ? Il nous faut aussi faire référence aux différentes verticales qui sont à traiter par les élus et les administrés. Il y a la problématique de mobilité, la problématique de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, la gestion des infrastructures, des services qui sont à créer avec les administrés, mais aussi celles et ceux qui sont amenés à venir et partir simplement pour travailler. Comment proposer une offre en termes de télétravail et dans une zone que nous connaissons bien ici, en termes de zones frontalières et de difficultés relatives au trafic et à la circulation extra-urbaine. Donc, dans un premier temps, Laurence, en tant que philosophe intéressée aux questions d'éthique et d'aménagement urbain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces définitions-là et comment vous les abordez, vous, dans votre travail ? Pour moi, la question de la ville se pense à partir de deux niveaux. Le premier, c'est un niveau complètement objectivé, c'est-à-dire qu'initialement, nous savons que les hommes étaient nomades, donc de ce nomadisme est née à un moment donné la nécessité de pouvoir enterrer nos morts, entre guillemets, c'est-à-dire de sacraliser, fixer des lieux sur lesquels non seulement on va bâtir du sacré, on va avoir aussi la nécessité de revenir pour des célébrations. Et donc, on trace un cercle qui s'appelle un coléré, qui est le premier espace, qui est un espace, on va dire, de relation à la fixité.
Et le deuxième espace qui va être un deuxième coléré posé à côté, c'est celui des institutions, puisqu'il nous faut, effectivement, aujourd'hui on le voit dans les centres-villes, hein, il y a l'espace religieux sacré et l'espace institutionnel, tribunaux, mairies, hôtels de ville, hôtels des départements. Donc la première définition, pour moi, elle est véritablement ancrée dans le territoire comme étant matérialisée par des lieux où on s'installe par nécessité et par besoin. Et le deuxième point qui me semble important de souligner, et c'est peut-être plus ma vision à moi de la ville, j'appelle pas ça un lieu, j'appelle ça un nœud. Et pour moi, c'est un nœud de relation qui est pas perceptible comme ça concrètement, comme dans la première définition, mais qui se crée parce que bien, nous vivons là, nous nous ancrons au sol et nous avons un attachement à ce territoire qui est nôtre. Si on a déménagé, si on vit ailleurs, on a toujours l'ancrage qui nous est rappelé sur notre état civil. Hein. Je suis né à tel endroit, à telle heure. Donc on a vraiment un ancrage, parce que souvent on dit que quand on vieillit, on retourne, un peu comme les poissons, hein, on retourne à l'origine de là d'où nous venons. Donc souvent on retourne à sa ville de naissance. Mais surtout, ce qui est intéressant, dans ce nœud de relation, dans ces interactions, on peut comprendre non seulement effectivement les interactions territoriales, tout ce qui est les enjeux humains, l'interaction entre les humains, tout ce qui se crée, les affects, les affinités, les relations pour le travail, l'aspect nourricier, enfin, ce sont tous des nœuds qui sont presque liés à des services et un besoin de vivre ensemble. Et après, pour moi, je place encore peut-être du métaphysique ou suprarationnel, les nœuds de ces réseaux qui se font à partir de l'Internet des objets, puisque j'ai passé une habilitation à diriger les recherches sur l'éthique des relations aux objets connectés et aux robots. Et donc, il y a le robot que l'on rencontre et il y a tout ce qu'il y a derrière l'abstraction de l'objet. Et je pense que maintenant, il y a une abstraction de la ville qui fait sens et qui est quand même présente, puisque dans la rue, il y a des caméras qui nous voient, on frôle, on touche les interfaces. Donc, on a une vision un peu organiciste de la ville. Merci beaucoup. On verra d'ailleurs à ce titre sur les illustrations que vous nous présenterez tout à l'heure les difficultés relatives à ces usages et comment maintenir une éthique aussi par rapport à notre propre donnée et la manière de faire évoluer les dispositifs. Et si je puis me permettre, par rapport à la notion de progrès, deuxième point, un progrès, c'est une évolution dans un sens ou dans un autre, mais ça ne veut pas dire nécessairement une amélioration. Donc je pense qu'il faut aussi penser à retirer cet imaginaire que nous créons autour du progrès, de quelque chose qui s'améliore au fil du temps, quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui nous apporte un bonheur, parce qu'en réalité, le progrès, c'est tout simplement un mouvement vers autre chose. Merci. Anne Solange, est-ce que vous pourriez nous partager votre prisme en termes de définition et quel est le cadre commun en complémentarité ou en alternative de la vision blanche ? Oui, c'est intéressant, mais du coup, je réagirai après sur la question du progrès, c'est très bien. Alors, c'est vrai que d'un point de vue géographique, alors si je me place purement dans la géographie, je vais me référer à la définition française de l'INSEE. On ne parle plus de ville aujourd'hui, on parle d'unité urbaine qui signifie une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire qui n'a pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions et qui compte au moins 2000 habitants. Donc ça, c'est la définition française. Mais en réalité, si on regarde à travers le monde, chaque pays a, je dirais, une façon de définir la question de la ville en fonction aussi d'une histoire, d'une culture, d'un regroupement d'individus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un regroupement d'individus et que, par exemple, aux Pays-Bas, ça va être 1500 habitants. On parle de ville à partir de 1500 habitants. Nous, on ne parle pas de ville à 1500 habitants en France. On va parler d'un village. Et encore même 2000 habitants, c'est parfois plus proche du village que de la ville, si on se réfère à autre chose qu'à un regroupement d'individus. Et par contre, en Inde, eh bien, on va parler de villes à partir seulement de 5000 habitants. Voilà, on est un peu en fonction des pays, en fonction des géographies, en fonction des histoires, on a je dirais une appréhension ou une façon de regarder la ville différente. Ce qui est sûr, c'est qu'en géographie, nous, on définit la ville à partir non pas seulement du regroupement d'individus, ça c'est un premier critère, mais également par rapport à ses fonctions. C'est-à-dire qu'une ville, elle regroupe un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions d'habiter. C'est là qu'on habite, c'est là qu'on loge, c'est là qu'on va aussi produire. C'est une fonction de production donc qui regroupe de l'économie, de l'industrie, de l'artisanat divers et variés.
D'ailleurs, on a tendance à délocaliser ces fonctions, je dirais, industrielles des villes depuis plusieurs années maintenant, depuis plus de 100 ans, parce que ce sont aussi des fonctions polluantes et que la ville a tendance aussi à devenir plus qualitative. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, il y a la fonction, évidemment, tertiaire, qui est peut-être celle qui occupe le plus d'espace en ville aujourd'hui, avec des sièges sociaux, du tertiaire administratif ou directionnel, des commerces, etc. Donc tout ça, ce sont des choses que vous connaissez. Moi, j'aurais tendance aussi à dire, et c'est pour ça que d'ailleurs la maison d'édition s'appelle Terre urbaine, c'est parce que j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, on est tous urbains, à la fois par nos relations. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Laurence à ce niveau-là. La ville est un nœud de relations, mais du coup, qu'est-ce qui n'est pas nœud de relations aujourd'hui en termes d'espace et de territoire ? Je pense qu'on est tous connectés les uns avec les autres par des réseaux, que ce soit des réseaux numériques, que ce soit des infrastructures routières, que ce soit... voilà, on a en tout cas des relations, et ces relations d'individus font que même au fin fond je sais pas, de la Patagonie ou d'un désert quelconque, vous allez potentiellement trouver même des nomades qui auront un téléphone portable pour être connectés au reste du monde. C'est ce qui nous rend urbains, c'est cette connexion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement, il faut dissocier en tout cas un territoire, je dirais, inhabité, sans aucun individu humain, inhabité au sens humain du terme, ce qui peut être habité de plein d'autres choses. Mais voilà, donc en tout cas, à ce niveau-là, pour la définition de la ville, et sur le progrès, donc... alors, moi, je suis peut-être un peu utopiste à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, ça dépend beaucoup du point de vue où on se place, beaucoup aussi de ce qu'on entend par cette notion. Moi, j'ai tendance à penser qu'au contraire, le progrès, c'est un mouvement en avant qui d'un point de vue culturel et philosophique, éthique peut-être plutôt même, se doit d'être une amélioration de notre monde. Après, à savoir qu'est-ce qu'on entend par comment l'améliorer, c'est là que le point de vue diverge. Pour certains, il va s'améliorer à partir d'un certain nombre de technologies, d'outils qui vont nous aider à améliorer une façon de faire, un développement. Pour d'autres, au contraire, l'amélioration, ça va être peut-être de ralentir, peut-être de davantage se reconnecter à un autre territoire, justement, au sens physique du terme. Et tout ça, voilà, ça va être un peu le sujet de la table ronde. Merci Anne Solange. On voit bien la complexité qui se traduit aussi pour les élus de pouvoir trouver des solutions en termes de planification et d'urbanisation. Et justement, à ce titre, c'est intéressant de pouvoir aussi aborder la question de la vision d'un architecte urbaniste. Antoine, pour vous, quelles sont ces définitions, la traduction des définitions que vous en faites dans votre quotidien ? Oui. Alors, effectivement, peut-être avant de parler de la manière dont j'aborde ça dans le travail, déjà, je rejoins très largement ce qui a été dit sur la manière de définir tant la ville que le progrès. C'est vrai qu'il y a une vision statistique qui est très changeante d'un pays à l'autre. Quand une ville relativement moyenne en Chine fait 1 million d'habitants, alors que la deuxième ville la plus peuplée de France, Marseille, c'est 600 000 ou 700 000 habitants, je crois. Ensuite, il y a Lyon qui a 500 000, Toulouse, Lille qui sont autour de 400 000. On n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Peut-être qu'il y a une notion de densité aussi qui joue. Moi, je me suis beaucoup intéressé, enfin c'est un peu ma passion, un peu annexe de l'archéologie, où quand on voit les villes anciennes, notamment au Moyen-Orient, en Mésopotamie, dans le Croissant fertile, etc., ce qu'on considère sans équivoque comme étant des villes, on est souvent assez interloqué de voir qu'en fait c'est des choses qui sont relativement très petites, c'est souvent 2-3 hectares, mais en réalité la manière dont ces espaces étaient occupés se faisait par une densité extrêmement importante, tant de construction qu'aussi de fonctionnalité. Et c'est là que je rejoins aussi ce qui a été dit, tant la question des nœuds que la question des fonctions. C'est que la ville se distingue du village très souvent par la densité de ses nœuds, le nombre de ses nœuds. Il y a toujours des nœuds, il y a toujours des relations bien sûr, mais la multiplicité de ces nœuds, de leur nature, des relations qui sont établis entre les êtres humains, au sein d'une société, au sein d'un collectif. C'est peut-être plutôt ça qui définit la ville. Effectivement, il y a des relations de voisinage, des relations familiales, des relations commerciales, des relations
plus tard, bien sûr, dans l'histoire, au monde, notamment par le tertiaire. C'est aussi la relation à la culture, c'est des lieux de pouvoir, c'est des lieux de sacré. C'est en fait finalement une diversité de fonctionnalités et les relations sociales qu'elles génèrent derrière qui ont plutôt tendance, à mes yeux, à définir ce qu'est une ville vis-à-vis de ce qu'est un village. Ensuite, la question du progrès, c'est vrai que j'aurais aussi plutôt tendance à voir le progrès comme étant quelque chose qui est compris comme étant quelque chose de plutôt positif, en opposition plutôt donc on progresse ou on régresse. Et souvent, ce qu'on a considéré comme étant une manière de progresser vers quelque chose, à une autre époque, on le voit plutôt comme une régression, dépendamment du point de vue que l'on prend. Je pense notamment au fait que jusque dans les années, en tout cas des années 50 aux années 70, avec un début de remise en cause, le progrès, c'était la voiture, par exemple, en ville. En gros, pour faire passer la voiture et pour permettre à chacun et chacune de cheminer en voiture, on remettait en cause des centaines d'années d'histoire, on remettait en cause un rapport à l'espace public, une manière de vivre la ville, une manière de se déplacer, etc. Parce que c'était la voiture qui était reine, finalement. C'est assez intéressant quand on voit par exemple les peintures qui ont été impressionnistes du fin 19e, par exemple les grands boulevards parisiens. On voit que ces boulevards étaient extrêmement piétons en réalité. Il y avait plus de piétons que de petites calèches avec des chevaux. Plus tard, cette présence du piéton dans l'espace public a été complètement mise de côté au profit de la voiture. Puis là, maintenant, on tend au contraire à revirer la voiture, à essayer de revenir à la manière dont l'espace public se vivait, même si on ne le présente pas nécessairement de cette manière, quelque part au 19e siècle et au début du 20e. Donc la manière dont on considère ce que c'est que progresser vers le mieux pour nos villes est quelque chose finalement extrêmement variable, dépendamment de la vision du monde que l'on se donne et de la place dont la ville vient s'insérer dans ce monde. Voilà. Merci. Laurence, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, parce que c'est là qu'on voit vraiment la scission entre la philosophie et quand je vous entends parler. Parce qu'en fait, quand on parle des villes, on parle d'une géographie, qu'elle soit visible, perceptible, ou qu'elle soit, ressentie dans une efficacité. Quand on introduit la notion de progrès, on introduit la notion de temporalité. Donc pour les politiques des villes, c'est une temporalité qui souvent rejoint la durée des mandats. Pour un humain, quand on dit qu'on progresse, en réalité, on progresse philosophiquement parlant, dans le sens on chemine vers. Donc si nous sommes mortels, nous cheminons vers notre mort. Nous progressons vers notre mort. Ce qui veut dire que nous sommes des êtres qui dureront. Donc pour moi, le progrès, c'est quelque chose qui dure et qui peut être un progrès positif ou négatif, parce qu'en réalité, c'est quand le temps vient bousculer une géographie. Et à ce moment-là, on est à un carrefour particulier. C'est qu'il y a le temps des hommes, le temps de la Terre, la géologie, qui est plus long. Il y a un temps de la pensée, il y a un temps de la mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de progrès, moi je vous entendais dire que vous étiez plus optimiste, moi je ne suis pas spécifiquement pessimiste, mais en philosophie, on ne teinte pas le progrès comme nécessairement quelque chose qui... parce qu'on ne parle pas du contenu en fait, quelque chose qui nous amènerait à une avancée, d'autant plus que vous l'avez dit très justement là, on peut faire marche arrière dans les choix de nos orientations pour les politiques de la ville, par exemple. Pour autant, est-ce que c'est régressé ? C'est parfois du bon sens, c'est parfois une nécessité, c'est parfois aussi parce qu'on a la vision courte et qu'on s'est trompé, parce qu'il y a des erreurs qu'il faut qu'on admette aussi. Donc je pense que le progrès, c'est poser à l'horizon de soi des valeurs, des vertus, des choses que nous allons vouloir conquérir ensemble. Quelques éléments chiffrés aussi pour enrichir le débat. Aujourd'hui, en France, la population totale vit approximativement à presque 80% en territoire urbain. Sur les 10 dernières années, lorsque l'on regarde les chiffres d'augmentation de la population urbaine, on se rend compte qu'il y a un certain plafonnement, contrairement aux années avant 2010, où il y avait une progression très linéaire. Cela étant,
le mode de vie urbain est en train de s'étaler, et y compris en dehors des centres-villes. Ici, nous sommes présents à Thionville. Nous avons un mode de vie urbain qui se développe aussi à la périphérie de la ville, dans les zones commerciales, que l'on veuille ou non, à travers les galeries marchandes. Et donc ça, c'est d'autres usages aussi dont il faut prendre en compte. Deux autres notions qui sont aussi intéressantes, et là on a la chance d'avoir différentes personnes qui sont intéressées et impliquées dans les questions de gestion des risques, ce sont la réponse des espaces urbains aux défis environnementaux. Peut-être, Laurence, vous pourriez nous dire quelques éléments qui éclairent la vision pour répondre correctement à ces défis environnementaux ? Bien, en 2012 a été conceptualisé, en tout cas nommé le concept de Smart City. C'était à Nice, avec le maire de Nice et le patron d'IBM à l'époque. Et cette vision de la Smart City, c'était une vision de la ville solution, parce qu'elle répondait à un scénario, en fait. Et ce scénario, c'était que, avec les changements climatiques, donc on était déjà dans ces sentiments d'alerte, en tout cas d'urgence, à répondre à cela. Il fallait pouvoir envisager des lieux où les gens pourraient converger pour aller s'installer. S'ils sont plus nombreux, ça créerait davantage de pollution. S'il y a plus de pollution, il faut aussi plus d'habitation, plus de fluidité et de réorganisation. Ce qui fait qu'on a imaginé un concept, je dis bien, de Smart City. Le mot smart est un mot un peu particulier parce qu'il veut autant dire intelligent, subtil, et puis l'intelligence subtile est devenue la connectivité. Et en même temps, l'intelligence subtile, malin, ça renvoie aussi à quelque chose qui pourrait être malin au sens diabolique presque, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait nous enfermer dans des concepts qui nous étoufferaient. Donc il y a un point de vigilance déjà à poser dans le concept. Ça, c'était en 2012. Donc en 2012, on a imaginé un peu les villes comme vous les voyez sur l'image. Bon, ça, c'est bien entendu une proposition, hein. C'est-à-dire qu'on comprenait que l'haussmannien, par exemple, en bas, est difficile à transformer. Donc on a laissé en bas parce que ça coûte cher de rénover l'ancien. Généralement, on laissait presque envisager que les plus pauvres pourraient vivre là. Et en haut, sur ces grandes tours, on envisageait des habitats plus modernes, plus optimisés, avec des panneaux solaires, avec, vous voyez, des espèces de gouttières pour récupérer l'eau de pluie, pour alimenter les verdures en façade. On voulait garder une typologie de la ville avec les anciens monuments pour qu'on reconnaisse Paris et qu'on distingue par rapport à d'autres lieux dans le monde entier. Et donc, on était vraiment dans une stratégie multiforme où on pouvait penser des bâtiments intelligents qui se répondaient pour des économies d'énergie, avec des architectures à repenser. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard quasiment, 2022, on est 2025. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on en a retiré? C'est que ce concept-là, il est quasiment obsolète. Pourquoi il est obsolète? Parce que le projet est très prétentieux. Deuxièmement, il nécessite beaucoup d'énergie. Troisièmement, il nécessite pour les hommes une capacité à changer totalement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut changer de modélisation de pensée de la ville et de nos interactions futures. Or, il a été proposé ce projet comme étant la ville Smart 2050. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, les enfants ou les jeunes gens, c'est pour ça que je suis ravie qu'il y ait des lycéens dans la salle, les jeunes gens qui vont bâtir ça, qui vont sortir de leur cursus peut-être d'ingénieur ou d'urbaniste ou de tous ces métiers de géographe, qui vont travailler à ces améliorations de territoire, quand ils auront l'âge de prendre leurs fonctions, ils vont faire toute leur carrière au service de la transformation de ce projet obsolète. C'est pour ça qu'il faut qu'ils réfléchissent avec de l'éthique, avec des valeurs, avec la bonne conscience, le pas de côté sur ces objets. Peut-être repenser l'aspect économique, parce que si on place l'économie en premier, eh bien, on ira peut-être plus vite pour certaines choses, mais avec des solutions inadaptées, ou en tout cas qui causeront un peu des dommages collatéraux, j'ai envie de dire, avec beaucoup de souffrance, puisque habiter là, c'est aussi s'installer, demeurer. Et habiter le monde, c'est y déployer tout un ensemble d'affects. Si on est malheureux, on n'y développe plus rien. Et des centres-villes qui se désertifient, des périphéries qui se densifient. Mais si les périphéries sont trop froides, trop distanciées de ce que les humains ont envie d'y bâtir, ça ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire que la ville solution, c'est la ville qui répond aux exigences de comment on fait quand on va avoir une convergence des individus vers la ville pour les loger,
pour pouvoir les aider à se déplacer, intégrer des nouvelles mobilités. On a vu que ça a été les trottinettes, hein, on en voulait puis on n'en veut plus parce qu'il y a eu de l'accidentologie. C'est aussi penser, moi en tant qu'aujourd'hui chercheur pour la gendarmerie nationale, c'est comment on peut aussi préserver les habitants. Vivre dans des lieux concentrés, ça peut amener peut-être plus d'exaspération, de violence urbaine peut-être. Ça veut dire aussi que le bâtiment peut être complice de la sécurité des humains. S'il y a des émeutes, avoir la possibilité de se cacher ou de rentrer dans certains lieux. L'ancien sapeur-pompier dirait aussi qu'un bâtiment avec une IA qui pourrait localiser des personnes inanimées lorsqu'il y a eu un incendie, ça permettrait d'aider les secours à agir plus vite. Donc on peut vraiment avoir des interfaces de sécurité entre le safe bâtiment, donc ce bâti urbain qui deviendrait un élément fonctionnel de la ville, et la ville telle que nous la rêvons, avec une histoire qui s'est construite, des traditions, une culture. Nice, il y a des très beaux quartiers, mais tout le monde va aller dans le Vieux-Nice où il y a des espèces de fils qui pendent un peu partout. Rien n'est véritablement... Mais parce que ça sent la soca, parce qu'il y a des ocres, parce qu'il y a une atmosphère de ville. Et l'air pur, c'est une idéalité pour vivre bien en bonne santé, mais il faut aussi une atmosphère de la ville pour qu'on y vive bien. Tout à fait. Et dans ce regard critique de l'approche qu'on peut qualifier de technocentrée, oui. Il y a aussi une réflexion à apporter par Anne Solange sur la problématique de la psychologie du territoire et de comment elle est vécue par ses administrés et ses résidents, au-delà des problématiques écologiques. Hein, comment on fait pour aborder le durable? Alors, juste, effectivement, alors avant de parler oui, il faut placer effectivement l'usager au cœur de tout ça et au cœur du territoire. Ça, pour moi, en fait, de toute façon, on ne peut pas faire progrès sans les gens. C'est-à-dire qu'un territoire est vécu par une population à un temps donné. Laurence très bien a rappelé que la question du temps est essentielle dans la notion de progrès. Je veux dire, quand du temps de la préhistoire, par exemple, on n'avait pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Enfin, c'est idiot de le dire, mais c'est important de le rappeler que c'est fonction d'une évolution d'une société à un moment donné, dans un temps donné. Et il faut se donner ce temps, c'est-à-dire intégrer que dans la notion de progrès, les besoins d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Et donc, il y a la notion même qu'on retrouve dans la notion de la durabilité ou du développement durable tel qu'on l'entendait encore il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'il faut une adaptabilité à ces besoins continus. Donc, ce genre de modèle, qui effectivement était très tendancieux il y a à peu près 10-15 ans de ça, c'est totalement critiquable aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, alors moi je veux rappeler juste quelques chiffres, c'est qu'aujourd'hui 80% de nos constructions sont en béton armé, que le béton, à lui seul, à l'échelle mondiale, par an, c'est 4 milliards de tonnes de CO2, c'est un des secteurs les plus polluants en termes de bâtiments à l'échelle mondiale et à l'échelle de la France. Et juste quelques chiffres, parce que ça me semble essentiel. Entre 1940 et 2010, la population mondiale donc, a triplé, mais sa consommation d'acier a été multipliée par 8 et celle du ciment par 50. À l'échelle de la planète, les humains consomment désormais des matières premières pour la construction à un rythme 10 fois supérieur à celui des processus géologiques. La consommation de sable, gravier et calcaire devrait en effet croître de 95% d'ici 2060, passant de 44 à 86 milliards de tonnes. À chaque seconde dans le monde sont coulés 190 mètres cubes de béton, soit 6 milliards de mètres cubes par an, ce qui en fait le matériau manufacturé le plus utilisé au monde. Et chaque mètre cube nécessite à lui seul 350 kg de ciment, 700 de sable, 1200 de gravillon et 150 litres d'eau. Des besoins en matières premières qui n'ont pas empêché le béton de s'imposer au rang de premier matériau de construction. Je parle ici évidemment du béton industriel, pas celui des constructions plus ancestrales, et qui nécessite du coup de mélanger du calcaire avec de l'argile et d'être chauffé à 1450 degrés pendant 18 heures et qui se durcit de façon magique avec l'eau. Donc à lui seul, il représente 4 à 8% des émissions totales de CO2 à l'échelle de la planète. Et donc là, je vous renvoie à un très très bon livre qui a été écrit par Philippe Simet qui s'appelle « Bâtir avec ceux qui restent », où il cite, je le cite, « Si l'industrie du ciment était un pays, elle serait le 3e plus gros émetteur juste derrière la Chine et les États-Unis. Elle dépasserait la production combinée de carbone de tous les arbres, arbustes et zones forestières de la planète. En ce sens, le béton participe
à rendre le monde inhabitable. Donc quand on a des constructions comme celle-ci, où on voit bien, parce qu'on a testé ces plantes qui grimpent sur nos bâtiments, et ça je pense qu'Antoine en parlera bien mieux que moi en tant qu'architecte, mais on voit très bien je dirais les limites de la végétalisation des bâtiments. Pourquoi ? Parce que les plantes ont besoin d'un sol, elles ont aussi besoin d'un territoire, et que l'acier, le béton ou le verre ne sont pas forcément les territoires sur lesquels elles vont le mieux grandir. Donc il faut effectivement penser aux enjeux environnementaux de nos villes. Nos villes sont en train de se réchauffer et bientôt on va parler de 45 à 50 degrés dans nos espaces urbains. Il y a urgence à les rafraîchir. Aujourd'hui, quelles sont les politiques publiques qui parlent de rafraîchissement de la ville en dehors de nous mettre un peu de brumisateurs à droite et à gauche ? Donc, ou de végétaliser avec des plantes qui grillent l'été parce qu'elles sont incapables en réalité de résister à cet écosystème urbain qu'on met en place. Donc oui, il y a urgence. Il y a urgence aussi à traiter des risques environnementaux. Ça, c'est vrai que c'est un autre point. C'est très intéressant de constater que cette époque de la modernité, c'est le tout béton qui s'est développé au XXe siècle, essentiellement pour la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, qui, dans une idée du progrès qui était alors justifiée, comme l'a très bien rappelé Antoine, par exemple par l'usage de la voiture, du tout automobile en ville, de ces grandes artères, de cette bétonisation et artificialisation des sols pour une expansion et une croissance, en fait. Aujourd'hui, on la remet en question parce qu'on en voit les effets pervers, notamment l'artificialisation des sols qui empêche une perméabilisation et donc qui les rendent, si vous voulez, imperméables. Et donc, quand il y a une inondation, qu'est-ce qui se passe ? Et bien sûr, une surface lisse, l'eau glisse beaucoup plus vite. Elle ne rentre pas dans le sol, donc le débit est augmenté et donc les catastrophes d'inondation amplifiées. C'est ce qu'on a eu par exemple quand on bétonne des lits de fleuves. C'est le cas par exemple à Ajaccio, mais dans tellement de villes où on a pris le lit de ces cours d'eau méditerranéens où très peu de pluies sont... Enfin, il y a ce qu'on appelait les pluies cévenoles, mais qu'on appelle maintenant les pluies méditerranéennes, c'est-à-dire des épisodes très ponctuels, mais souvent très forts, avec une quantité de précipitations assez importante, qui va tout simplement tomber, et avec cette artificialisation des sols, eh bien, avoir des catastrophes d'ampleur. C'est ce qui s'est passé à Valence, vous en avez entendu parler en Espagne. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la modernité nous a fait penser que nous pouvions maîtriser la nature et ses effets. Et on se rend compte qu'avec l'amplification des phénomènes naturels liés à cette variation du climat, fait qu'on ne peut pas lutter contre la nature, il va falloir faire avec elle et donc revoir notre vision de la modernité, que ce n'est pas l'homme qui maîtrise la nature, c'est l'homme qui doit rentrer en relation avec elle et trouver et donc déconstruire potentiellement des choses. Antoine, est-ce que par rapport aux commentaires de Anne Solange, l'architecte urbaniste que vous êtes a déjà dans ses relations avec les administrés, les différentes parties prenantes, quand vous concevez des projets de planification urbaine, est-ce que ces préoccupations sont déjà intégrées dans le cahier des charges des donneurs d'ordre, par exemple ? Alors, ces préoccupations sont effectivement très présentes. Enfin, moi, je vois d'ailleurs quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé mon parcours professionnel dans le monde de l'urbanisme, je vois de quelle manière les groupements que l'on constitue pour faire du projet urbain, combien ils évoluent. Quand même un tout petit peu avant que moi-même je n'y arrive, je voyais déjà des projets qui avaient commencé à être travaillés depuis quelques années, où c'était en gros l'architecte urbaniste, pas nécessairement urbaniste par ailleurs, qui travaillait avec les ingénieurs VRD, avec éventuellement les ingénieurs mobilité trafic, etc. Vaguement un bureau d'études environnementales, et puis souvent c'était le VRD, le BET qui s'occupait à peu près des questions environnementales, et puis là maintenant aujourd'hui ces compétences... Est-ce que tu peux préciser les acronymes pour le public ? VRD c'est voirie réseau divers, BET c'est bureau d'études, voilà, ce sont les ingénieurs qui accompagnent les architectes qui ne sont pas... sachant surtout, heureusement d'ailleurs, qui les accompagnent pour développer certains aspects techniques des projets. Donc, et en fait, progressivement, là aujourd'hui, on a du mal à avoir un groupement quand on travaille sur un projet urbain qui fait moins de 8 équipes différentes, parce qu'on a des
des bureaux d'études qui sont spécialisés en hydraulique, en gestion intégrée des eaux pluviales. On essaie aujourd'hui, par exemple, de faire en sorte de construire des projets urbains qui, par la manière même dont ils sont dessinés et la manière même dont les espaces publics sont aménagés, permettent d'infiltrer les eaux plutôt que de se dire qu'on va faire des gros tuyaux en sous-sol enterrés qu'on ne voit pas et après on prie que ça suffise. On va avoir des écologues qui vont nous aider sur le volet de la biodiversité. On va avoir des bureaux d'études environnementaux qui vont nous aider à définir l'orientation des bâtiments, les hauteurs, les ombres portées, la manière dont les bâtiments que l'on conçoit, les volumes de bâtiments que l'on conçoit vont s'exposer au soleil, au vent, etc. Donc, et tout ça, non seulement c'est rentré dans la pratique, c'est-à-dire que je ne retrouve plus un cahier des charges qui n'a pas toute cette liste de compétences qui font des équipes souvent assez costauds, mais même sur certains aspects, c'est devenu réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si une collectivité s'en ficherait un tout petit peu de ces questions-là, elle ne pourrait pas non plus faire abstraction et faire l'économie de l'introduction de ces compétences qui sont très souvent réglementaires pour obtenir des autorisations d'urbanisme, des autorisations d'aménagement, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ces notions sont quand même assez bien intégrées dans le métier. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement toujours abordées avec, je dirais, de la meilleure manière. Le fameux greenwashing existe quand même. Des fois, on peut se suffire de l'affichage de certaines choses avec des copier-coller de solutions. Donc, personnellement, dans mon agence, on essaie quand même d'éviter ce genre d'écueil. Mais globalement quand même, bon gré mal gré, ce sont des choses qui sont rentrées dans les mœurs de la pratique de l'urbaniste et des collectivités qui sont motrices derrière. Peut-être juste une petite réaction quand même sur cette image. Moi, ça me fait vraiment penser... c'est dommage parce que j'ai quelques illustrations qui suivent, mais j'ai pas pensé à mettre celle-ci, le fameux plan voisin de Corbusier. C'est pour celles et ceux qui connaissent pas, le Corbusier dans les années 30, il a imaginé qu'à Paris, ce qui était souhaitable pour l'avenir, c'était en gros de raser tout le centre historique de Paris en ne gardant que quelques monuments, le Louvre et 2-3 autres trucs. Et il y a une maquette très célèbre où on voit l'île de la Cité préservé, le Louvre préservé, mais après tout le quartier qui est autour, en rive droite, donc Palais Royal, l'Opéra, etc., tout était rasé et remplacé par des tours séparées de 200-300 mètres, absolument identiques, encore plus identiques que les sortes de cotons-tiges qu'on voit à l'écran. Et en fait, c'était avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire que ça fait que le sol, on s'en fout du sol, c'est pour circuler et pas grand-chose de plus. Les tours sont tellement espacées les unes des autres que tout le monde va avoir du soleil, tout le monde va avoir de la vue, tout le monde va avoir du vent, plus personne ne va tomber malade magiquement. Et donc, c'est les meilleures intentions du monde, mais est-ce que c'est souhaitable ? Non. Et en fait, ce qui est intéressant, et je le montrerai un peu plus loin, c'est à quel point ces fantasmes, ces utopies d'un progrès qui fait technologiste, techniciste, quel que soit le terme qu'on utilise, ça revient tout le temps. Et ça, c'est un plan voisin, sauf qu'au lieu d'effacer ce qu'il y avait avant, on l'écrase. C'est la seule différence que je vois entre le plan voisin et ce qu'on a ici, quasiment 100 ans plus tard. Sans s'interroger si on peut améliorer déjà l'existant, en définitive. Oui. Parce que c'est toujours pareil, c'est une histoire d'argent. Il faut réfléchir au coût. Ce qui était intéressant avec cette slide, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que ça, c'était le projet 2012. Et en 2012, la problématique était différente et en même temps, il fallait scénariser un futur. Et on se rend compte que pour pouvoir se projeter, il faut effectivement imaginer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les premiers ustensiles, connectés plus ou moins, qui faisaient réseau et avec lesquels on pouvait communiquer, on les voit dans les années 66 avec Monsieur Spock dans les émissions, les épisodes télévisés ou au cinéma. Donc ça veut dire qu'en réalité, il faut être... C'est pour ça que je dis qu'elle est obsolète. Mais en même temps, il faut être un peu indulgent envers ceux qui ont essayé de le penser. Malgré tout, il y a quand même de l'IA dans toutes les structures des villes. Donc il faut réfléchir à ça. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, la ville, elle est aussi totalement repensée. La végétalisation ne marche pas.
d'abord, tous les arbres brûlent sur les toits, ça ne marche pas du tout. Mais on élargit les coulées vertes au cœur des villes, parce que c'est des vrais lieux de rafraîchissement. Il y a les arbres posent des racines. On a voulu mettre des animaux. Alors là aussi, on a mis des rapaces dans les villes pour qu'ils mangent les rats. Résultat, les chats errants, il a fallu leur donner des croquettes pour pouvoir les sauver, parce qu'ils n'avaient plus de quoi manger, puisque c'était leur fonction première. On a ajouté des ruches, alors que la ruche, elle serait peut-être mieux dans les champs, hein, pour que les abeilles butinent. Et en fait, on oublie que les animaux qui étaient autrefois dans nos villes, c'était les poulets, enfin les poules, le cheval. Donc c'était vraiment la ruralité dans la ville. Donc je pense qu'il faut avoir raison gardée quand on juge ça, mais penser quand même qu'il faut prendre une expérience de ce qui n'était pas bon, et en même temps se dire que ces villes répondent aussi à une vision de l'anthropocène, c'est-à-dire du catastrophisme. Parce que, là, je vous ai montré Paris volontairement, mais la problématique du Sud, et c'est très bien de rappeler aussi qu'il y a toutes ces pluies dévastatrices, on a les feux de forêt en été, un manque d'eau, et on a des pluies absolument abominables, généralement 2-3 fois dans l'année, avec des conséquences lourdes, graves, etc. Ce qui veut dire que ces villes, elles ont été aussi prévues pour résister aux tremblements de terre, risques sismiques. On réfléchit au tsunami pour les bords de côte, etc. C'est pour ça que je vous ai amené cette deuxième image pour vous montrer, non seulement on profite de la verticalité en bas, c'est le jardin hybride, hein, avec à l'intérieur de la connectivité et puis des petits shoppings, etc. Ça serait très très haut. On a des images avec Singapour de villes du futur moi, ça ne me fait pas nécessairement rêver. Puis il faut réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on voudrait pour pouvoir avoir des espaces de déconnexion aussi, si on n'a pas envie d'être tout le temps hyper connecté. Et puis peut-être réfléchir, et là, c'est là que l'éthique philosophique est importante, c'est que l'éthique, en règle générale, on l'associe au juridique, sauf que quand la loi a posé le licite ou l'illicite, on ne peut plus rien faire. L'éthique, c'est cet espace dans lequel la loi ne m'interdit pas de faire des choses, mais je vais faire des choix pour ne pas les faire parce que je trouve que ce n'est pas profitable à l'humanité. Et donc, nous avons charge d'âme vis-à-vis des générations futures dans nos conceptions de l'avenir, parce que ça a un coût. Puis une fois qu'on a bâti, on ne va pas démolir ou déconstruire forcément. Donc, il faut y réfléchir. Et là, quand vous voyez ces éléments, ce sont des solutions. Alors, Monaco a été très en avance parce que vous avez le rocher d'un côté, la mer et peu d'espace pour agrandir le pays. Par contre, il y a de l'argent, il y a de la fortune. Donc, ils ont la possibilité de mettre en œuvre des choses. Ils ont créé un prolongement par le métaverse aussi de certaines prestations de services. Comme ça, ils libèrent du bâti pour que des fortunes puissent s'installer là. Et ils ont commencé une avancée pour pouvoir prolonger sur la mer la Smart City. Et il y a des projets comme ceux-là qui consistent à avoir des îlots flottants avec en sous-marin, image du milieu, des bureaux. Alors pour le coup, là, vous avez vraiment vue mer, pour ne pas dire vue sous la mer. Et puis après, au-dessus, vous avez des espaces où vous avez soit des logements, soit vous avez des boutiques, etc. Vous avez de quoi venir en bateau, puisqu'on peut avoir des endroits pour les mettre à quai, entre guillemets. Et vous avez une profondeur aussi des eaux qui est utilisée, puisque dernièrement, on a pu faire des expériences avec des grosses sphères en verre, où on peut mettre un substrat très riche, on plante des pieds de tomates ou des pieds de fraisier, et avec la nature qui joue bien son rôle, vous avez une sorte d'eau qui se crée par les échanges gazeux. L'eau alimente progressivement et tout le temps le fond du substrat, et puis il y a toujours un peu de soleil puisqu'il y a une profondeur précise qui est calculée, et on a eu des premières productions pour qu'il y ait une forme d'autonomie. Alors je ne dis pas que c'est exemplaire, je ne dis pas que c'est exceptionnel, parce que derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a une montée des eaux. Elle en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'elle est sur un cas concret, mais c'est vrai que ça veut dire aussi qu'on cherche toujours à essayer d'améliorer et d'étendre les possibilités du vivant d'une façon qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui demande de réflexion, en fait. Voilà, il faut poser des garde-fous. Utopie, dystopie Oui, utopie, dystopie. Et puis, je pense qu'on a trop procédé par silo. C'est-à-dire que d'un côté, on met la technique, on met le monde académique avec les scientifiques, on met tous ceux qui font de l'économie, j'ai envie de dire, alors qu'en réalité, il faut penser transdisciplinarité, il faut intégrer dans des commissions de réflexion des philosophes, des géographes, des urbanistes, là où on parle purement techno, puis se rendre compte qu'on a voulu aussi gadgetiser la rue, gadgetiser le monde, puisqu'on veut mettre de l'IA partout, on peut se connecter, on a des bracelets partout, la fourchette connectée, le verre connecté. À un moment donné, Gogo Gadgeto, moi je connaissais
dessin animé comme ça, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des limites? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites à notre paresse, puisque si l'objet fait, c'est qu'on ne fait plus? Tout à fait. Mais ici, j'aimerais entendre Anne Solange aussi sur cette interconnexion, parce qu'on parlait tout à l'heure de nœuds, mais la ville ne vit pas toute seule. Là, on a l'impression que c'est un îlot isolé dans l'eau, mais il y a une interaction avec la ruralité. On a beaucoup parlé également dans la préparation de la problématique de chaînes logistiques alimentaires, comment alimenter la ville en nourriture, l'ensemble de ses administrés. Et donc ici, sur cette interaction, peut-être que Anne Solange, vous avez beaucoup de choses à dire. Alors oui, c'est sûr. Puis je voudrais revenir sur deux choses. Alors, au risque de me répéter, enfin, ce genre de... Parce que moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. C'est, bah oui, mais en fait, si on manque d'espace, c'est pas grave. On créera des îlots complètement artificialisés dans la mer. Et pourquoi on le ferait pas? Et puis ci, puis ça. Mais en fait, il faut juste revenir à la source. C'est-à-dire que pour construire ça, je parle même pas du coût. Admettons qu'on ne prend même pas en compte l'aspect économique et financier de ce genre d'infrastructure. Mais juste revenons aux matériaux, aux ressources. Qu'est-ce qu'il faut pour construire ça? Je veux dire, aujourd'hui, on ne pense pas que quand il nous faut de l'aluminium, c'est en Guinée qu'on va creuser des milliers de kilomètres carrés et détruire des territoires pour nos réserves de bauxite. C'est-à-dire que, en fait, juste à un moment donné, prendre conscience que le sable qu'on utilise pour notre béton, il vient du Sahara. Qu'on n'a plus, nous, de sable on ne peut plus extraire, d'ailleurs c'est la loi maintenant depuis quand même 2010, il me semble, on ne peut plus extraire de sable ou de gravier de rivière. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus et parce que quand on extrait du sable des rivières et des cours d'eau, eh bien, derrière, on se retrouve à l'aval avec des problèmes d'érosion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sédiments pour alimenter nos plages, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que toutes les constructions qu'il y a sur des côtes, eh bien, se font 2 fois plus éroder. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'apport en sédiments pour venir recharger ces dunes ou ces fronts de mer. Donc, on est dans des problématiques que nos constructions ont des impacts, effectivement, comme l'a rappelé Laurence. Tout est lié, c'est-à-dire qu'il faut écologiser nos esprits pour comprendre que quand en fait on veut construire quelque chose, ça a un impact, peut-être localement, peut-être de façon internationale, mais qu'on ne peut pas appréhender un matériau et une construction sans se poser la question de l'origine de cette construction. Parce que c'est très important sur la question des ressources. On est de plus en plus nombreux, on a des besoins qui sont souvent liés aussi à des économies qui sont de plus en plus énergivores et qui consomment de plus en plus aussi d'espace, donc spatiovores. Et il faut quand même se poser la question de ce progrès. Est-ce que ce progrès va devoir nécessiter autant de besoins et de construction? Comment on fait pour revenir aussi à des choses qui, tout simplement, sauver notre territoire? C'est-à-dire, on a un territoire local, certes, mais notre territoire, c'est aussi la planète. C'est-à-dire que le jour où on aura compris qu'en fait, si on bousille notre territoire, on se bousille soi-même, eh bien, en fait, c'est là qu'on aura changé les choses. Donc, voilà, alors je peux revenir après sur des choses plus pragmatiques. On peut même ajouter que là, on est sur les fonds marins, mais on est aussi en train de polluer le ciel. Bien sûr. Et comme la ressource sur la Terre est limitée, même si on pense toujours que tout est en expansion, en réalité, on ne peut plus avoir une ville. D'ailleurs, la ville n'est plus tentaculaire en étalement, puisqu'on a enfin pris conscience qu'il y avait des territoires de la ruralité et que les espaces verts des paysages ne pouvaient pas être détruits pour des champs entiers d'éoliens ou de panneaux solaires. C'est-à-dire que l'agriculteur se retrouve face à des choses qui détruisent complètement, affectivement, en visuel, et puis concrètement, les espaces dans lesquels il a grandi pour alimenter des villes. Donc on est en train d'avoir des problématiques maintenant les territoires se rebellent un peu. En plus, ils ont été un peu abandonnés par une forme de désertification des services. Donc on crée des lieux hybrides qui les rendent pas forcément heureux. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont en considération. Mais il ne faut pas oublier qu'on pollue l'espace et qu'on est en train déjà de se projeter sur Mars. Donc il y a des vigilances, peut-être des points de vigilance à avoir. Justement, peut-être avant de partir sur Mars, ici, en parlant de cas concrets auxquels vous êtes soumis, Antoine, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, cette écologisation de la pensée dans les différents projets de planification est quelque chose qui s'infuse ou qui reste encore à confirmer? Alors, je pense qu'elle s'infuse. C'est-à-dire que, comme je disais un tout petit peu plus tôt, dans les politiques publiques et même dans la manière dont les projets se font aujourd'hui, clairement, c'est devenu une composante essentielle.
Donc, en tout cas au niveau politique. Après, au niveau des populations, parce que moi ensuite, moi ou mes collègues, très souvent, une fois qu'on a, dans le processus de conception des projets, on a des processus de concertation, on a des moments de concertation à divers degrés qui vont de l'écoute à la co-construction. Ça dépend pour le coup un peu de la volonté politique, aussi de quelle manière faire rentrer le riverain ou dans le processus de décision et de conception. Et quand même, en général, on voit qu'il y a une prise de conscience quand même des habitants. Pour vous donner un exemple, à Toulouse, on est en train d'essayer de trouver des solutions qui risquent pour le coup d'un tout petit peu dégrader certains aspects du projet pour sauver 2 arbres, qui ne sont pas des arbres, pour être très honnête, ce sont des arbres qui ont 4-5 ans, ils ne sont pas extraordinaires, et par ailleurs, on en plante 250. Mais les gens ne veulent pas voir un arbre coupé. C'est devenu une sorte c'est devenu quelque chose d'éruptif. Il y a un autre exemple, toujours à Toulouse, mais qui ne concerne pas mon agence, où il y a une piste cyclable qui a été plus ou moins mise en pause parce que pour la tracer, il fallait couper 3 ou 4 arbres, et même si le projet en plantait une 50aine, il y avait quand même ce côté un peu urticant de l'idée de couper un arbre. Et donc, après, cette prise de conscience n'est pas nécessairement partout la même dans toutes les sociétés, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans toutes les régions, etc. Mais par exemple, ce genre de contraintes sociales qui sont quand même en général plutôt bienvenues par ailleurs, même si parfois ça oblige à faire des choix, des choix pas toujours simples, c'est quand même bienvenu. Parce que le fond est bon, enfin, c'est que on voit très bien que les sociétés urbaines sont devenues très sensibles à ces questions. Il y a aussi à Paris, où j'habite, il y a 2 rues aux écoles qui ont été implantées. Je me rappelle que les commerçants étaient pas très contents, parce qu'évidemment les commerçants en général, ils sont toujours craintifs, et on peut les comprendre à l'idée de voir une forme de passage être supprimée. Mais sauf que ils ont bien vu en fait que du coup il y a un resto, notamment 1 ou 2 terrasses de resto, il y a une boutique aussi qui donnait sur cet espace. Ils voient que certes il y a plus de voitures qui passent devant chez eux, mais par contre il y a plein de parents d'élèves qui du coup prennent le café entre eux en attendant leurs enfants, et qu'en fait ça a généré des nouveaux usages que eux-mêmes n'anticipaient pas. Du coup le changement est toujours un peu inquiétant. Il y a certaines catégories de la population, je pense notamment aux commerçants, c'est une des catégories les plus craintives par rapport au changement, qui sont craintifs parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. On leur promet des choses, mais ça reste quand même des promesses. Surtout dans le commerce, les promesses ne sont pas toujours tenues. Et en fait, le plus souvent que l'inverse, ils sont plutôt, notamment à Lyon où je travaille aussi, toutes les rues qui ont été piétonnisées, où la circulation a été réduite, il y avait des oppositions brutales de la part de commerçants, mais qui finalement, après coup, non seulement n'ont pas vu de perte d'activité, mais ont vu leur activité augmenter. Mais ça, on leur promettait, mais ils ne voulaient pas le croire, et heureusement, quelque part, que ça s'est concrétisé derrière. Derrière l'ensemble de vos réflexions, je vois la problématique de l'acceptation sociale. Oui. Oui. Et ici, sur ces problématiques d'acceptation sociale, par rapport à cette approche technocentrée, on voit aussi toute la difficulté de l'application du progrès. Laurence, par rapport à vos travaux... Oui, alors il y a un bon sens du vivant, un bon sens de la terre. Moi, je trouve ça excellent qu'il y ait des bastions de résistance. Et en même temps, nous, dans l'arrière-pays niçois, on a eu une petite anecdote assez sympathique. Il y a des petits réseaux sur lesquels on peut renseigner s'il y a des bouchons, des machins, etc. Et il y avait un petit village où il y avait beaucoup de retraités, tranquillement. Vous voyez de plus en plus le matin des voitures arriver assez vite parce que c'était un peu l'itinéraire de délestage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été assez malins. À l'initiative d'un vieux monsieur que j'ai trouvé absolument adorable dans la démarche, il a dit qu'il y avait un accident dans le village. Donc ils ont tous mis qu'il y avait un bouchon. Donc ils ne voyaient plus passer personne. Donc, il y avait une rébellion de la part d'un groupe de retraités assez vigilants qui disaient non, on ne veut plus de ça, on ne veut pas d'être le délestage et prendre la pollution, le risque de se faire renverser par une voiture. Enfin bref, c'était, pour l'anecdote, assez intéressant. On comprend dans tout ça qu'il y a une nécessité de repenser le recyclage des matériaux, la réutilisation,
le biodégradable. Je pense qu'il y a toute une construction qui doit se faire autour de tout ça. Et en même temps, il faut comprendre qu'il ne faut pas tout non plus rejeter. Là, je vous ai mis dans cette slide des petits éléments basiques. En fait, on se retrouve avec un data center en bas, c'est-à-dire un lieu qui fait que la ville se pilote comme un grand vaisseau. Vous avez l'image ici d'un quartier où tout est interrelié, interconnecté. Et puis au-dessus, vous avez l'exemple de la rue. Alors dans la rue, on s'est rendu compte que, suivant les peintures qu'on utilisait, on pouvait faire que le sol était plus frais. Les luminaires, à Nice, vous avez l'entreprise Rani qui a créé des luminaires dans lesquels on peut mettre à l'abri certaines typologies d'oiseaux qui ne redoutent pas la luminosité, donc c'est très bien. On peut recharger son téléphone le long de ces luminaires. Ils se réduisent aussi en consommation dans la journée dans la nuit, à certains moments quand il n'y a pas de passage, ils peuvent se rallumer. On a réalisé aussi qu'on pouvait avoir une dynamique de mouvement qui nous permettait de recharger les batteries, etc. Les poubelles, quand c'est plein, ça signale à la centrale, donc on fait passer les éboueurs, sinon ils ne passent pas. On peut avoir des systèmes pour repérer si on peut se garer ou pas, ce qui évite de passer dans la rue et de faire 3 fois le tour du pâté de maison et polluer. On se rend compte que dans les parkings, les voitures électriques sont plus lourdes. Il faut repenser le nombre de places dans les parkings parce que le poids n'a pas été calculé ainsi. Donc on se retrouve vraiment face à des problématiques. Et puis il y a les usagers. C'est vrai que quand on ne fait pas 3 fois le tour du pâté de maison, on est content. Quand on veut réserver sur Internet pour un événement, pour une soirée, un billet d'avion, un billet de train, même si on préfère le train à l'avion parce que c'est plus écologique, on se rend compte quand même qu'il y a une optimisation de certains services. Il ne faut pas tout jeter. Mais il faut dire quand même qu'il y a des ressources qui se renouvellent dans une temporalité longue, voire qui s'épuisent et ne se renouvelleront pas. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de considérer qu'il y a peut-être une démesure, comme diraient les Grecs, une sorte d'hubris, de fébrilité de la consommation. On a eu une alerte avec le Covid où tout le monde était en retrait, à retenir sa respiration en se disant, en sortant de là, je fais plus ceci, je fais plus cela, je penserai à. Et puis c'est reparti de plus belle. On voit comment les aéroports augmentent leur flotte, comment on a repris nos activités. Donc ça veut dire que l'homme peut avoir peur pour lui-même quand la mort n'est pas loin, mais en fin de compte, c'est pas un être des lointains en fait. Il est assez auto-centré, voire égocentré, et donc le consommable c'est dans l'immédiateté, on profite, et puis on se rend compte que quel projet pour 2050 quand on a des égos qui passent par une idée de je veux consommer, je veux profiter de ma vie, je suis peut-être un start-upper, j'ai rien contre eux, mais c'est pour dire que je réponds à des opportunités. Et c'est normal, c'est le but aussi. Une entreprise doit faire du chiffre pour pouvoir, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir aussi dans la façon dont on vit de nos opportunités pour dire, plutôt que ce soit des freins à la modernisation ou à l'évolution, faisons de ces contraintes des défis. On a en France une chance énorme d'avoir une ingénierie, des universités où il y a des talents vraiment, il y a de la recherche très poussée. Je pense qu'il faut se dire que il pourrait y avoir demain une formation ou en tout cas un ingénieur d'un genre nouveau, un ingénieur éthique qui dans l'entreprise conseillerait parmi 2 solutions celle qui serait la plus acceptable humainement pour des humains et pour des vivants qui partagent cette planète. On a j'ai mis cette espèce d'ogre là qui grignote tout. Moi je pense toujours, alors j'aime pas trop comme tout le monde les araignées, mais je les tue pas, je les remets dehors, comme ça je leur rends leur liberté, mais comme ça elles sont pas chez moi. Mais je me dis, c'est pas parce que l'araignée est moche qu'elle n'a pas son rôle dans l'écosystème. Elle fait partie des vivants. Artificialiser le monde par de la ville, c'est une chose, mais je suis moi-même un animal raisonnable, comme dirait Aristote. Donc je fais partie d'un plan de la nature, et on ne peut pas comme ça rompre avec l'ordre de nos racines profondes. Et je pense que c'est là qu'il faut revenir à la bonne conduite et une cohérence, parce que je me rends compte que l'écosystème. Alors, je vais parler un peu aux jeunes qui sont dans la salle, mais les anciens, vous savez très bien que vous faites la même chose. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre un mug en disant « je ne prends plus de gobelet ». On dit « tiens, je vais marcher un peu plus et moins prendre ma voiture. Je vais faire du vélo plutôt que… » Et puis, on se rend compte qu'on rentre à la maison et on a un peu d'attente, on va scroller pendant 2 heures. Donc, il y a quand même quelque chose qui est contradictoire entre nos injonctions de « j'ai un éco-geste » et en réalité, je ne pense pas une globalité. Et le global, j'ai un concept que j'ai appelé le glocal. Je commence localement, dans ma maison,
dans ma rue, dans mon petit village. Et ensuite, si tout le monde fait pareil, ça prendra une ampleur et ça deviendra global. Si on veut changer le monde alors qu'on ne veut pas changer sa moindre façon de fonctionner, c'est difficile. Moi, je viens du Sud, on a beaucoup de petits panneaux solaires et on éclaire nos communs, le jardin avec ça. Et j'ai hâte d'avoir des choses où, quand je passe l'aspirateur, sauf si l'aspirateur passe tout seul, mais enfin, en règle générale, on fait quand même un peu des choses. Si je retourne un peu la terre dans mon jardin pour planter 3 pieds de tomates, j'aimerais bien que ça recharge les batteries pour pouvoir avoir de l'électricité. J'entends derrière votre commentaire, il y a la responsabilité des élus, des entreprises, des différents acteurs, mais aussi nous avons tous une responsabilité personnelle et ne pas se cacher les yeux derrière ça aussi. Et à cet effet, j'aimerais simplement illustrer un cas très concret que Anne Solange nous permet justement de nous partager. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu cette démarche qu'on peut qualifier oui, tout à fait. de Et puis revenir sur la question de l'adaptabilité dont vous parliez, l'acceptabilité, pardon. Et puis juste pour rebondir, parce qu'on en parlera peut-être après, mais effectivement, il y a très très bon livre là qui vient de sortir de Damasio qui s'appelle La vallée du silicium et que je vous recommande, dans lequel il dit, et moi je trouve que ça fait une bonne transition, le connectif, alors c'est un jeu de mots, mais pour montrer tout ce qui est autour de l'IA, etc. Le connectif nous a coupé les ailes du collectif, c'est-à-dire que vraiment en fait c'est un repli sur soi, finalement, cette ultra-connectivité avec tout, ce besoin de nos téléphones, de tout finalement résoudre par la connectique, fait que, eh bien, on s'est individualisé, mais on a oublié que faire territoire, faire progrès, c'est faire ensemble, quoi. Et justement, donc ça fait la transition avec ce cas-là. Donc j'ai la chance de travailler sur un cas unique en France qu'il faut quand même rappeler. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, le fait d'avoir artificialisé en 70 ans, c'est-à-dire qu'on a mis 70 ans pour artificialiser un territoire, là où nos anciens n'ont jamais construit dans des zones à risque. On ne se mettait pas là où c'était dangereux, on ne se mettait pas dans un lit de rivière, on ne se mettait pas sur une côte sableuse qui peut s'écrouler, on ne se mettait pas... alors, le cas des volcans est un peu différent, mais honnêtement, la plupart du temps, on ne construisait pas sur des zones à risque, on ne construisait pas sur des marécages, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on observait que dans la nature, il y avait un risque et on s'adaptait à ce risque. Le fait d'avoir cette modernité qui nous a fait bitumer et fait penser qu'on pourrait lutter contre le risque facilement en endiguant, en artificialisant, en asséchant des marais, etc., fait que pendant 70 ans, on a construit notamment au niveau du littoral, c'est les opérations Racine, notamment l'opération Racine, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 846 communes françaises, territoires d'outre-mer compris, qui se retrouvent en zone submersible. La submersion, c'est un effet tout simplement d'une vague qui vient submerger, inonder de façon temporaire et en fonction d'un certain nombre de conditions climatiques, un espace habité. Ça fait partie de la liste. Il y a une liste avec des risques qui sont inscrits. L'érosion ne fait pas partie des risques. La submersion fait partie de ces risques. À ce titre-là, quand vous êtes référencé en risque naturel, donc zone inondable, coulée de boue, submersion, volcanisme, enfin bon, il y a un certain nombre de listes comme ça, dont des risques technologiques et industriels, vous pouvez être indemnisé par une assurance ou par on dirait ici un fonds Barnier. Et donc, il y a une possibilité en tout cas d'avoir une compensation, ce qui n'est pas le cas quand vous n'êtes pas identifié en risque et quand vous êtes soumis, par exemple, à l'érosion. J'ai la chance de travailler sur un territoire qui se trouve à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est 4700 km par rapport à ici. C'est un tout petit archipel, c'est le dernier confetti du territoire de l'Amérique du Nord qui est encore français, qui a été, qui s'est retrouvé, si vous voulez, habité par des pêcheurs, essentiellement basques, bretons, corses, normands, enfin des pêcheurs français qui sont venus s'installer sur cet archipel assez hostile à l'homme, puisque... Alors beaucoup moins depuis le changement climatique qui est finalement assez visible là-bas, mais parce que en fait on a le courant du Labrador qui vient par le nord refroidir de façon assez forte cet archipel. Donc on a 6 mois dans l'année de la neige, enfin jusqu'à présent, avec des murs de glace qui venaient justement protéger de l'érosion les côtes. Et puis le Gulf Stream qui vient par le sud, lui, apporter de l'air un peu plus chaud, qui est la confrontation de ces deux masses
d'air fait que, on peut rester d'ailleurs sur cette diapo, fait que du coup on a des cyclones ou des tempêtes assez fortes qui mettent en péril ce village. Alors, ça s'est construit pour les besoins de la pêche, c'est-à-dire que les pêcheurs français venaient à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez certainement entendu parler de la pêche à la morue, venaient 6 mois dans l'année l'été, s'installer sur cette côte à travers des cabanes de pêche et donc venaient pêcher la morue, repartaient souvent l'été les bateaux chargés de morue, ce qui pendant plus de 500 ans a fait l'or, c'était un or bleu en fait, c'est-à-dire que cette ressource était tellement forte que cet archipel tout petit qui fait 25 km² pour l'île de Saint-Pierre et 250 km² pour l'île de Miquelon, Miquelon-Langlade, ce tout petit confetti dans l'Atlantique a fait l'objet de négociations entre la France et l'Angleterre pendant plus de 100 ans, tellement la ressource halieutique était importante et donc c'était indispensable de le garder comme territoire de pêche pour la France. Donc ça a fait l'objet de négociations. Toujours est-il que dans l'histoire, ce territoire, les marins, les cabanes de pêche se sont transformées petit à petit, comme vous le voyez sur la photo, en maisons dans les années notamment 50, qui se sont faites sur le modèle nord-américain. On a une influence, on est au sud de Terre-Neuve, on a une influence nord-américaine assez forte. Et donc avec des conforts, on a creusé des caves, on a rehaussé des niveaux, etc. Et on sait finalement, on a un peu oublié, comme partout dans le monde, le risque. Le risque, on le vit quand il est là, on l'oublie quand il n'est plus là. Donc la culture du risque, elle est assez aléatoire. Et donc ce territoire, aujourd'hui, est soumis à un risque de submersion grandissant en fonction des enjeux climatiques que vous connaissez, parce qu'aussi on a le village a une topographie qui est à peu près à 2,50 m par rapport au niveau de la mer, et que le GIEC annonce que d'ici 2100, on aura 3,70 mètres d'eau, en fait, tout simplement, donc submersion du village. Donc, à ce niveau-là, le maire, qui est un jeune maire, qui a 40 ans, c'est son premier mandat, donc très courageux, parce qu'on le sait très bien que pour maîtriser les outils de l'aménagement du territoire, quand on est sur un premier mandat politique, c'est complexe. Le maire a décidé, avec évidemment le soutien de sa population, de prendre le taureau par les cornes et de voir comment on peut résoudre ce problème de l'adaptation aux enjeux climatiques. Il a fait appel à des cabinets, dont le cabinet Métamorphose Urbaine, et puis une équipe à laquelle j'appartiens, différentes expertises. Et puis, il a voulu quand même y associer la population. Et c'est là que moi j'interviens, parce que dans mon métier de géographe, je travaille essentiellement sur ce que Bertrand disait tout à l'heure, la psychologie territoriale, ce qu'on pourrait appeler la concertation, mais une concertation un peu particulière, puisque pour moi, qui suis très attachée à la question du territoire, que je considère que c'est la seule chose que nous partageons avec tous les organismes vivants, cette nécessité d'entrer en territoire avec un lieu, je considère qu'on ne peut pas transformer un territoire sans ceux qui y vivent, c'est-à-dire ceux qui s'identifient à cette terre, ceux qui y ont donné leur année de vie, ceux qui s'y sont très attachés, et qu'on a encore moins le droit de les délocaliser sans savoir si, un, c'est ce qu'ils veulent, et deux, comment ils veulent le faire. Donc c'est là que je suis intervenue, c'est-à-dire pour essayer de penser l'avenir de ce territoire face à ce risque avec les habitants, tout confondu, tous les acteurs confondus, qui soient tout petits, les enfants. On a commencé à travailler avec les maternelles, avec les CP, les CE1, les collégiens qui sont sur l'île. On a travaillé avec les élus, évidemment. On a travaillé avec les acteurs économiques. On a travaillé en fait avec la sécurité, avec les pompiers, avec tous les corps de métier, en fait, fonctionnaires ou pas. Enfin, et donc, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là, et on a décidé collectivement, ils ont décidé de délocaliser le village en zone abritée de ce risque de submersion à échéance de 70 ans, en se donnant le temps de se déplacer volontairement et en fonction de leur envie de se déplacer. Et aujourd'hui, c'est un exemple unique en France, on arrive... donc les habitants se sont emparés de ce projet, c'est eux qui le portent aujourd'hui. On a ouvert 15 premières parcelles qui ont reçu plus de demandes que de possibilités de place. Donc on est en train d'ouvrir une deuxième phase assez vite
pour permettre en fait à la population de se délocaliser, en sachant que là-bas, il faut savoir que ce sont eux qui autoconstruisent pour la plupart, 60% c'est de l'autoconstruction de maisons. Donc ils ont autoconstruit leur maison dans le village actuel et ils sont prêts à faire cet effort de la déconstruire, de la donner. Elle va être déconstruite, elle va être détruite pour pouvoir reconstruire de l'autre côté du village. Donc évidemment, on le fait dans une éthique environnementale, on le fait dans une éthique humaine, pas question de déconstruire si on peut récupérer des matériaux. Enfin, il y a toute une philosophie derrière ce projet-là, mais en tout cas, ça vient d'eux. C'est ça que je trouvais très important de dire, c'est que l'acceptabilité, en fait, elle ne peut venir, et la capacité de s'adapter, en fait, aux enjeux du 21e siècle et surtout aux enjeux environnementaux, elle ne peut venir que des citoyens, elle ne peut venir que des habitants, elle ne peut venir que de vous, de nous, de moi, de chacun d'entre nous. Et c'est là que le progrès il est, et c'est pour ça que, en tout cas, moi je pense que l'humain est au cœur du progrès, c'est qu'on ne peut pas faire progrès sans une envie de la part des individus, mais pas seulement de changer, de faire en fait, c'est de rentrer dans l'action, je crois. Ce qui me donne une excellente transition pour passer à la séquence questions au panel. Donc si il nous reste 13 minutes, entre guillemets, selon les horaires du programme, et donc il est nécessaire, mais je laisserai Antoine renchérir après sur les exemples pour la conclusion, pour pouvoir justement leur donner la possibilité d'interagir avec vous. Donc si vous avez des questions, je ne vois pas avec la lumière sur la scène si certains d'entre vous ont des questions. Oui, je vois une main au fond. Bonjour, excusez-moi pour cette question. Il y a une grande absente dans votre exposé, de vos exposés, c'est l'esthétique. L'esthétique de la ville. Et je voudrais avoir votre avis sur la phrase suivante, ouvrez les guillemets. L'esthétique de la ville a pris un sale coup avec la fin de la construction en pierre. Fermez les guillemets. Merci. La question est pour un panéliste ou une panéliste particulière ? Alors, c'est une question qui n'est pas simple. J'aurais tendance à être d'accord pour partie avec le constat, c'est-à-dire qu'à partir, ce n'est pas tant le fait de passer d'un matériau à un autre qui, je pense, c'est-à-dire effectivement de la pierre au béton, parce que je pense que c'est de ça dont on parle, peut-être aussi l'acier pour partie, c'est de ça dont on parle en creux. C'est plutôt la standardisation, la mécanisation, le besoin aussi quelquefois, je pense notamment à la période juste après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une forme d'urgence à reconstruire. Disons que c'est l'usage dont on a fait du béton, si c'est bien de ce coupable-là dont on parle, qui effectivement très souvent a pu produire des choses qui disons, génèrent moins de plaisir, d'attachement, de sensations que le bâti en pierre, qui en plus souvent est plus ancien, raconte une histoire, et aussi est attaché à une expérience du territoire, à une expérience longue du territoire. Ceci dit, le béton a aussi permis de réaliser des choses extraordinaires. Il y a Le Corbusier, que je dis très souvent que c'était un extraordinaire architecte, mais un piteux urbaniste, par exemple, il a produit des choses qui sont extraordinaires. Le mouvement moderne a en même temps probablement eu une des visions urbaines les plus nocives qui soit, et en même temps produit des choses qui sont absolument merveilleuses en termes tant d'esthétique que de valeur d'usage, que de sens aussi, et que d'expérience de l'espace, d'expérience aussi de l'architecture dans le paysage, dans une géographie, dans un contexte urbain. Donc je pense que c'est plutôt la manière dont on fait usage d'un certain matériau qui définit finalement le plaisir esthétique, ou en tout cas, si on veut réinterpréter cette notion de plaisir esthétique, c'est plutôt ce que ça projette de manière très subjective à nos yeux.
On pourrait presque ajouter la vraie définition. À l'origine, esthétikon, ça voulait dire être sensible à ce qui nous entoure. Et pour les Grecs, c'était autant le coucher de soleil que voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément comme au XVIIe siècle où on rajoute la nécessité du beau. Donc je pense que quand on va dans des régions et qu'il y a une typologie qui fait que vous avez des ocres, on utilise, nous on avait beaucoup de tomates autrefois dans nos maisons dans le sud, parce qu'on arrose les tomates et ça conserve une humidité pour rafraîchir les intérieurs si on ferme les volets. Donc vous voyez, il y avait quelque chose d'esthétique et d'utile et qui renvoyait aussi au bon sens de la terre, parce qu'on prenait les matériaux qu'on avait proches de chez soi pour construire, et c'est ce qui donnait la variété de l'esthétique justement des villages, des régions, alors que là, et c'est le problème aussi de la Smart City, vous regardez les plans, c'est tout pareil. En hauteur, du verre, de l'acier, de la transparence, parce qu'on n'a pas parlé du citoyen de verre, on a de la traçabilité partout, des caméras, des enceintes qui nous écoutent, ce serait un autre sujet, mais c'est pertinent aussi de voir que on note la sensibilité aux choses pour intégrer quelque chose de plus intrusif et qui touche à une autre dimension en fait. Je vais revenir là-dessus, mais juste pour compléter, parce que en fait, effectivement, l'architecture vernaculaire c'est quelque chose de très important, donc qui vient du local et qui utilise les matériaux locaux pour faire ville, et c'est ce qu'on faisait autrefois. Mais juste préciser que l'esthétique est aussi une fonction d'une époque, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la même chose en fonction. Je rappelle que les constructions en pierre d'Haussmann, qui aujourd'hui sont protégées au patrimoine historique de la ville de Paris, on n'a plus le droit de détruire une seule façade haussmannienne pour faire de la rénovation urbaine. Il y a, à l'époque d'Haussmann, c'était complètement décrié, puis c'était vu comme cette espèce de modernité laide et absolument pas esthétique de nos villes. Aujourd'hui, on se raccroche à ce patrimoine historique. Donc, ce qui fait patrimoine ou ce qui fait esthétique est fonction aussi d'époque et de génération. Donc. Et si je peux juste rajouter une dernière chose, et ça, je parle du point de vue d'un Beyroutin, où Beyrouth est une belle ville, mais c'est aussi une ville qui n'est pas où les bâtiments pris individuellement les uns après les autres ne sont pas nécessairement tous très beaux. Ils peuvent même, une fois sortis de leur contexte, même vus comme étant assez laids pour certains, pour beaucoup parfois. Mais en fait, c'est la manière dont toutes les choses s'imbriquent. C'est ce qu'elle raconte aussi, l'histoire de la ville, c'est les valeurs d'usage. Par exemple, on peut avoir un bâtiment très laid, ou en tout cas qui n'est pas particulièrement beau. Bon, on va s'éviter les exemples les plus laids, mais qui n'est pas pris tout seul comme étant un bâtiment vraiment plaisant esthétiquement, mais qui en même temps vit. C'est-à-dire que les balcons sont utilisés, il y a des grands halls qui font que les gens se retrouvent, il y a des commerces à rez-de-chaussée qui vivent bien, il y a un petit recul qui fait que les habitants peuvent s'installer, poser des chaises et avoir un rapport à l'espace public. Il y a la manière en fait aussi dont parfois des bâtiments qui ne sont pas nécessairement beaux mais qui sont construits au fil du temps, je pense notamment à des choses qui ont pu être construites dans les années 30 à Beyrouth, puis ensuite avec une extension par-ci, une extension par-là jusqu'à aujourd'hui, et qui fait que sans être en béton par ailleurs, mais qui, sans être des beaux bâtiments en tant que tels, de la manière la plus dans la définition la plus stricte du terme, racontent quelque chose de l'histoire de la ville, racontent quelque chose de l'histoire de ses habitants, ont du sens en fait. Et c'est souvent le sens que l'on retrouve dans une architecture, quelque part l'usage, la trace des habitants, l'histoire qu'on arrive un peu à percevoir dans leur forme, dans leur rapport à l'espace public, dans les rapports les uns avec les autres, qui quelque part peuvent, d'une certaine manière, pallier la vision, l'appréciation purement esthétique du bâtiment. Alors, vous avez vu, avec juste une question, comment nos panélistes sont bavards, et je vois malheureusement pour moi une très grande frustration. Je vois le temps défiler et il nous reste 5 minutes. Donc ce que je vous propose éventuellement, c'est d'interpeller les panélistes à la suite de la table ronde pour qu'on puisse conclure concrètement aussi et donner toutes les opportunités auxquelles vous avez contribué aujourd'hui. Ah, le président nous laisse 10 minutes. Donc je vous en prie, une autre question s'il vous plaît. Oui, il y en a là. Oui, bonjour, merci pour tous ces beaux exposés. J'ai été interpellé au début de la réunion par la notion que la ville était devenue... Enfin, on ne parlait plus de ville, on parlait d'unité urbaine.
Et effectivement, on construit des centres-villes qu'on essaie d'aménager du mieux qu'on peut. Et puis en périphérie, quelques points qui sont des grands centres commerciaux. Et finalement, la ville s'agrandit de manière tentaculaire, mais toujours avec un cœur et puis quelques points en périphérie. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dans l'avenir fragmenter les villes, c'est-à-dire recréer, plutôt que de créer une unité urbaine, créer un ensemble urbain avec revenir à cette notion de plusieurs centres villageois, enfin entre guillemets, villageois, qui constitueraient une agglomération. C'est ce qu'on voit un peu avec les quartiers aujourd'hui dans les grandes villes. On a créé en fin de compte des dynamiques de quartiers. On a des éco-quartiers, on a des quartiers plus high-tech, on a des quartiers plus typés centre historique avec du bâtiment ancien. Je crois qu'en fait, la ville, aujourd'hui, c'est une refonte de tout ça. C'est tous ces éléments juxtaposés en même temps. Donc je pense qu'on a une grande liberté, on a encore beaucoup de créativité, non seulement dans la création de ces quartiers pour leur donner, une typologie, une signification particulière, une connotation, j'ai envie de dire, avec peut-être quelque chose de plus pittoresque et puis d'autres lieux un peu plus, utilitaires en soi. Mais la créativité, c'est nous qui devons la faire, en fait. Donc quand on a des quartiers où on sollicite beaucoup les habitants, quand on attend les retours de leurs expériences, quand on veut que le citoyen soit participatif et qu'il puisse essaimer autour de lui et interroger autour de lui pour rapporter les paroles de ses amis qui n'ont peut-être pas le temps de s'investir dans le débat, c'est vrai que c'est pertinent. Je voudrais rajouter juste et vous permettre après de répondre ce concept de ville du quart d'heure en fait de Carlos Moreno notamment. Est-ce que dans cette logique de dynamisation des quartiers, de la vie du quartier et de ses citoyens, est-ce que c'est quelque chose qui est à investiguer ou non également? Alors moi j'ai du mal avec ce concept. Alors je suis pas la bonne personne pour y répondre, mais par contre moi je crois beaucoup à l'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et l'usage détermine des centralités, y compris parce que la ville polycentrique, on l'a testé dans les villes nouvelles. Aujourd'hui, dans les villes nouvelles des années 70, il y en a 5 autour de l'Île-de-France, je ne vais pas toutes les citer. Mais si on regarde, en fait, je prends juste l'exemple de Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, on avait fait un centre administratif qu'on avait estimé être juste le centre administratif avec un centre commercial dessus. Puis on avait fait un centre-ville, entre guillemets, à Cergy-Saint-Christophe, donc ville polycentrique reliée par un RER, enfin bon, avec toute une réflexion sur l'urbanisme qui était menée à ce moment-là. Toujours est-il que Cergy-Saint-Christophe, on avait les 12 colonnes, très belle architecture, quelque chose d'assez soigné qui donnait une vision esthétique et panoramique sur les étangs, sur derrière la Défense, etc. Bon, on avait estimé que ça serait le centre-ville. Et dans l'usage, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, en fait, le centre-ville est devenu là où il y avait le centre commercial, là où il y avait les sièges et l'administratif, etc. Donc, c'est l'usage qui détermine la centralité. C'est pas les fonctions qu'on va y mettre, c'est l'attractivité qui est finalement assez impalpable. Qu'est-ce qui fait attractivité ? C'est là que je pense qu'en tant qu'urbaniste aussi, on doit travailler, mais on ne peut pas travailler sans les usagers, quoi. C'est-à-dire que c'est l'usage qui... Mais on peut aussi s'interroger sur nos priorités. On entend beaucoup aujourd'hui, et j'en fais certainement partie, quand on arrive quelque part, au lieu de demander qu'est-ce qu'il y a à voir, la première chose qu'on demande, c'est où puis-je charger mon téléphone ? Les 3/4 du temps, c'est ça. Donc, ça veut dire que... moi, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Et Narcisse a pleuré, les interfaces des usagers » pour dire qu'aujourd'hui, on est content de faire le selfie où on montre on y est. On ne participe pas forcément à la fête, mais on y est. On diffuse le selfie. Le selfie, généralement, il nous a fait gagner 10 ans parce qu'il nous a un peu aminci, allongé le visage, un peu... Voilà. Et en fin de compte, on est dans une image... Narcisse pourrait même plus tomber amoureux de cette image puisqu'il ne s'y reconnaîtrait pas, en fait. Donc, je crois qu'on est aussi... Il faut prendre notre part de responsabilité vis-à-vis de la façon dont on aborde notre relation à notre quartier. Moi, j'ai des quartiers, s'il faut aller à pied au-delà du quart d'heure, comme dirait Carlos Moreno, pour aller chercher une confiserie, une pâtisserie que j'apprécie particulièrement, je vais le faire sans rechigner. Et puis, il y a des moments où j'ai besoin de quelque chose à proximité, rapidement, parce que j'en ai besoin. Je crois que l'humain a aussi ses capacités à être un peu contradictoire dans ses attentes, ses besoins, ses envies, et puis à mettre en œuvre aussi une vraie dynamique de l'agir au service de quelque chose de vertueux. Voilà, parce que
Constater et critiquer, c'est une chose. Changer son rapport aux priorités dans la vie et ce qu'on doit refaire, c'est peut-être autre chose. Antoine, vous vouliez rajouter un élément sur la question des usages, dans la manière dont vous concevez aussi les projets de construction ? Oui, après, c'est vrai que la question de la ville du quart d'heure, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire en sorte que tout le monde vive à un quart d'heure de chez soi et puis on fait des bulles de 15 minutes un peu partout. Il y a peut-être un entre-deux, c'est-à-dire qu'effectivement, idéalement, il faudrait que pour avoir accès à une pharmacie ou à une boulangerie, qu'il ne faille pas prendre sa voiture et rouler 5 km. Donc ça peut avoir du sens pour tout ce qui est service vraiment de proximité. Après, je trouve que ça serait effectivement triste que chacun d'entre nous soit coltiné à son quartier et qu'on n'ait rien ou pas grand-chose à chercher ailleurs. Donc moi aussi, j'ai beaucoup de réserves sur ce concept. Une autre question, oui ? Oui, merci. On a 2 questions. Une première question, en vous entendant, finalement, c'est assez compliqué, l'évolution de la ville. Est-ce que finalement, la ville de demain ne serait pas sur Mars ? Il faudra 3 ans pour y aller. Vous parliez également d'acceptation, notamment par la technologie qui arrive dans les villes, mais est-ce que ce ne serait pas plus nécessaire plutôt que d'accepter que l'homme a voulu progresser trop vite, que la nature n'a pas progressé au même rythme, et que nous nous retrouvons comme bloqués dans notre progression par la nature qui n'a pas progressé, comme nous ? Je suis content de ne pas être panéliste. Peut-être qu'il y a un retour, il y a peut-être effectivement un retour ou une revanche de la nature à l'égard de nos excès. Peut-être que le Covid, c'était un moyen de nous envoyer une alerte. Peut-être que quand il y a un déchaînement des catastrophes ou des inondations, ou oui, tout ce qui est naturel, c'est une manière de nous rappeler qu'elle a une puissance contre laquelle nous sommes bien démunis. Il y a certainement de ça. Mais pour revenir à ce que vous dites, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais en réalité, il s'agit aussi de changer de modèle, repenser, remettre à plat peut-être les choses et se dire qu'il y a des priorités et voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans cet être collectif, c'est-à-dire dans cet être collectif à partager. On n'a pas parlé non plus de souveraineté, les GAFAM et autres. On n'a pas parlé non plus de structure du politique, vraiment au sens premier du terme, pour élaborer le politique, c'est-à-dire le sens commun dans lequel on aime vivre et être amené à vivre. Donc c'est vrai que vous avez raison, la nature, elle est là, il faut en prendre soin, il faut prendre soin de nous qui sommes des êtres de la nature. Comment poser les priorités, comment interroger nos besoins. C'est pour ça que c'est une prise de conscience qui est nécessairement et absolument... c'est presque un impératif aujourd'hui. Mais comme on dit, c'est Kant qui dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même ». Vous allez avoir la lourde responsabilité aussi dans vos futurs métiers de continuer le travail de sobriété pour que les villes soient des villes désirables et que l'acceptabilité, elle se pense à 2 niveaux. Il y a des indicateurs, il y a de l'optimisation, il y a tout ce qui se calcule par de l'IA pour qu'on puisse économiser éventuellement et rentabiliser certaines choses et pas trop dépenser et gaspiller d'énergie. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse avoir envie ou pas, c'est-à-dire que subjectivement, parfois un chiffre ne marche pas. Je vais vous donner un exemple très brièvement. J'ai vécu dans un bâtiment smart, j'en suis très vite partie. Pourquoi ? Parce que les chauffages n'étaient pas réglables. Et comme j'écris beaucoup, puisque je publie pas mal d'ouvrages, je me suis dit, à un moment donné, j'avais froid quand j'écrivais. Je ne pouvais rien monter, je pouvais juste m'habiller. Et un jour, je me suis dit, vu l'épaisseur de vêtements que j'ai sur moi, c'est plus possible, ça ne me correspond pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vivre selon des indicateurs d'optimisation, on ne peut pas être assujetti à du chiffre, à du nombre, à de la qualité, parce que nous sommes singuliers, différents, et de cette différence peut naître aussi quelque chose de très beau, et pas une obéissance à une IA. Donc, un droit de désobéissance, en fait. Et la deuxième chose qui me semble essentielle, c'est comment on perçoit les choses. Et là, je vais vous donner un autre exemple par rapport à mon autre casquette, l'usage des drones. Quand on dit qu'un drone peut aider dans la vallée de la Roya, suite à un débordement du fleuve, à amener des médicaments, à protéger les individus, généralement, on nous dit oui. Si on dit le drone va venir au bout de votre jardin pour déposer le colis Amazon, oui, comme ça, il arrive vite chez moi, je n'ai pas à aller le chercher. Si on commence à dire le drone va transporter un échantillon de sang, il passe sur votre jardin. Oui, mais est-ce qu'il y a un virus dans l'échantillon de sang ? S'il pouvait passer sur le champ d'en face. Et ensuite, si vous dites qu'il y a une dose létale, c'est-à-dire quelque chose qui peut tuer dans le drone, ah non, il ne faut pas qu'il passe même sur ma commune.
Si vous rajoutez que la dose létale peut amener peut-être la destruction d'un individu qui a pris en otage plein de personnes, etc. Donc il y a un acte de secours, c'est le cas du dilemme du tramway, mais inversé et pensé autrement. On dit, ah oui, alors finalement, on veut bien qu'il passe, mais sur le terrain du voisin. Vous voyez comment l'acceptabilité subjective se repense. Et alors, vous combinez ça avec le déni de la catastrophe, comme le disait très bien ma voisine, et comme vous pouvez envisager qu'il faut anticiper tout ça en disant que ça peut avoir lieu sans paniquer, ben effectivement, il y a du travail. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que c'est de beaux défis à relever. Anne-Solange, Antoine ? Oui, alors non, mais juste parce que moi, j'avais pas tout à fait compris ça, mais sur la nature, c'est pas la nature qui régresse. Hein. La nature, disons que la nature, elle n'a régressé uniquement que parce que l'homme l'a dominée, que parce que l'homme l'a artificialisée et finalement l'a aménagée, et qu'on se rend compte que dans cette artificialisation, eh bien, des effets pervers de ce qu'on en a fait, tout simplement, et que la nature, elle ne reprend pas ses droits. Elle est là bien avant nous. Attention, il faut savoir que nous ne sommes qu'une petite chose et qu'une petite espèce vivante parmi tant d'autres, et que en réalité, voilà, nous sommes destructeurs de notre habitat. Nous sommes la seule espèce vivante qui arrivons à détruire notre habitat quand même. Enfin, il faut le rappeler. Et moi, je trouve ça assez choquant quand on n'en prend pas conscience, en fait. Mais bon, voilà. Et pour l'IA, et comme ça me sera mon mot de la fin, je reprends Damasio parce que je trouve vraiment son ouvrage, La vallée du silicium, extraordinaire, et je vous invite surtout les jeunes à le lire parce que c'est un éveil à la pensée. Il le dit sur l'IA, attention, on sera probablement plus nombreux à se faire instrumentaliser par l'IA qu'à s'en émanciper. C'est pas un discours contre la technologie, c'est pas ça qui prône, mais c'est la vigilance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos outils, notre technologie nous empêche de penser et de s'en émanciper. C'est l'homme qui doit être plus fort que la machine, pas l'inverse, quoi. Et ça, je pense que c'est le vrai risque, il est là dans la question du progrès. Antoine ? Et je pense que les quelques images un peu avant, vraiment les toutes premières avant ça aussi, vraiment dès celles d'avant, voilà. Elles peuvent permettre en fait justement d'illustrer la réponse à l'urbanisme sur Mars. Je ne sais pas si ça se voit bien avec l'éclairage qui est revenu, ceci dit. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu l'éclairage ? Si on peut recouper un petit peu l'éclairage. Pour commencer à répondre, je trouve qu'il y a quand même une constante qui est assez étonnante, que j'ai du mal à m'expliquer, qui est que dans toutes les utopies, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une sorte de facilité, ou je ne sais pas quel autre terme utiliser, sur le fait que si on veut avancer, il faut se défaire du sol, il faut se défaire de la géographie, il faut se défaire de ce qui se passe sur la Terre, sur la planète, au sol. C'est pas bien, c'est pas propre, c'est pas efficace, c'est chiant, il faut monter au-dessus. Dès les années 1914, donc il y a ces magnifiques illustrations de la cité nouvelle qui ont été faites par un futuriste italien, Saint-Elia, en 1914. Donc on est en train de parler de l'année où la Première Guerre mondiale a démarré. Donc déjà, on imaginait une ville qui montait en hauteur. Et entre ces hauteurs, il y avait des nouvelles rues qui étaient toutes perchées au-dessus du sol. Le sol, on ne le représente quasiment plus, ou alors on voit quelques lignes qui montrent que c'est réduit à un usage de « OK, on circule à peu près », et puis voilà. Le fameux film Métropolis de Fritz Lang en 1927 retrouve à nouveau on retrouve cette imagerie des flux au-dessus du sol. Au sol, on voit que c'est essentiellement de la logistique. On voit un train, on voit du fret, on voit de la marchandise qui est posée au sol. Le sol n'a plus d'usage social. Ça devient un vague espace logistique. Dans la slide suivante, en fait, Le Corbusier, pareil, il imaginait que pour Rio de Janeiro, il imaginait qu'en fait on allait vivre, là on parle aussi 1927, la même année que Métropolis, il imaginait qu'en fait la ville du futur, c'est une ville-bâtiment qui va un peu sinuer entre les pains de sucre de Rio de Janeiro. On voit que vaguement au sol, la ville est écrasée par ces nouveaux monuments. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quasiment 100 ans plus tard,
alors qu'entre-temps, cet urbanisme-là a été discrédité, sa version horizontale, qui est l'urbanisme 6 sur dalle, a été discrédité. Je parle de l'urbanisme sur dalle, par exemple la Défense. Donc on va se dire, oui, en fait, on va foutre sous une dalle, on va mettre sous une dalle les voitures, les trains, enfin tout ce qui n'est pas propre, les parkings, et en fait on va dire aux gens, ah, ça va être génial, on va être piéton sur une dalle au-dessus, et puis tant pis, qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche de ma dalle, quitte à, dans le cadre de la Défense, détruire des quartiers entiers pour construire cette fameuse dalle. Ce que vous voyez, c'est le tissu urbain de Nanterre, plutôt Courbevoie, qui était un vrai tissu urbain extrêmement dense et très riche, qui a été complètement rasé pour faire la dalle de la Défense, qui est cette sorte de poire dans l'image de droite. Et en fait, cette utopie, elle revient tout le temps. Si tu reviens juste 2 slides précédemment, pour finir, cette utopie, elle revient tout le temps. Et il y a la fameuse The Line du projet NEOM en Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire, la ressemblance, elle est absolument frappante entre ce qui a été, sauf qu'on n'a plus de courbe, on est tout droit, une ressemblance frappante avec ce qui s'était imaginé à peine, enfin, une grosse centaine d'années plus tôt quand même. Et cette utopie, elle revient. Et je trouve que l'idée de, en fait, finalement, c'est plus simple sur Mars. C'est un peu et si on revient aussi sur les images de bâtiments dans la mer, etc., on se retrouve régulièrement à réimaginer qu'en fait c'est trop compliqué sur la planète Terre, c'est trop compliqué au sol, et donc la solution, c'est de se détacher de ce sol, de se détacher de la géographie, que ce soit en construisant des bâtiments au-dessus du sol, en allant dans la mer ou en allant sur Mars. Donc, voilà. Merci Antoine. Vient le temps de la conclusion, et je vous demanderai vraiment très brièvement, pour respecter les interventions d'après. Magnifique. Voilà. Moi, je vais faire très vite, comme ça je rebondis aussi. Derrière tout ça, il y a des politiques. Quelles sont les intentions? On est toujours dans l'idée que plus on élève les tours, plus on est comme cet ego qui veut toujours enfler et grandir. La conquête, ça s'est toujours vu sur Terre. Mars, c'est la conquête future. On pourrait se poser la question, pourquoi fabriquer des exosquelettes? Pourquoi envoyer des femmes dans l'espace et des hommes? Peut-être qu'on envisage déjà de construire une autre humanité ailleurs. L'exosquelette, peut-être avec la pesanteur, permettra à des nouveau-nés d'avoir une construction d'une colonne vertébrale pour revenir sur Terre. Si on part dans le scénario futuriste catastrophique ou complètement fou, mais pourquoi pas? Il y en a qui y pensent certainement. En attendant, le progrès, il faut l'ancrer. Il faut l'ancrer dans nos humanités. Il faut repenser nos imaginaires collectifs. Et il faut teinter ça quand même d'espoir, parce qu'on dit que la nature bouge et elle a le droit d'évoluer telle qu'elle est. N'oublions pas qu'on est sur des plaques qui sont en mouvement en permanence. Ça a toujours bougé sur la Terre, ça continuera. Donc la fixité de nos villes ne convient pas. Il faut revenir à peut-être un nomadisme urbain pour réenchanter nos futurs. Anne-Solange. Oui, alors très très vite, moi je crois que le progrès, en tout cas aujourd'hui on voit quand même ce qui se passe dans le contexte international, voire national, qui nous touche. Je pense qu'on rétropédale en arrière, donc le progrès, il faut quand même le réaxer beaucoup sur l'humain. Moi, je suis fondamentalement humaniste et je pense que la solution n'est pas en nous, mais en fait tout simplement avec nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse refaire collectif, il faut qu'on puisse repenser ensemble les choses, il faut qu'on puisse refaire le lien à la Terre. On a perdu ce contact charnel avec les éléments, notre environnement au sens très large du terme, et je crois essentiel que le progrès ne peut, enfin déjà, le progrès ne peut pas passer sans l'humain, mais je crois essentiel de revenir justement à cette échelle d'humanité, quoi. Et moi, j'ai plutôt une forme, en tout cas au sein de mon métier d'architecte, d'urbaniste, je suis plutôt optimiste, parce que comme je l'ai dit déjà à une ou deux reprises, je trouve que c'est une des professions qui s'est le mieux saisie et je dirais avec le plus d'honnêteté intellectuelle de ces enjeux-là, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les agences que j'ai pratiquées, les agences aussi que je connais par des amis, par des collègues, etc., aujourd'hui, plus personne
n'est dans un urbanisme hors sol, plus personne n'est dans la surenchère infrastructurelle et technologique, tout le monde est revenu au sol, tout le monde revient sur la question de l'infiltration, sur la question de la gestion des risques, tout le monde est revenu sur la question de comment est-ce qu'on introduit le public et leur avis dans la conception des projets, tout le monde est revenu aussi sur la question des rez-de-chaussée, comment on fait vivre un rez-de-chaussée, comment on crée des polarités, comment on crée des lieux de sociabilité dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est une profession qui s'est très bien saisie de tous ces enjeux et où je pense qu'effectivement on a progressé. Quand on compare avec il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans et au-delà, c'est un domaine qui s'est bien saisi des enjeux contemporains et qui a bien progressé, si je peux me permettre. Ben voilà à conclure cette table ronde et à vous remercier toutes et tous, à la fois pour votre présence. J'espère que vous aurez progressé aussi dans votre compréhension de la manière de concevoir la ville au regard des différentes perspectives qui vous ont été proposées. Et je vous invite à applaudir les panélistes pour conclure cette table ronde. Merci.